bonjour, on va commencer sans attendre les retardataires, si retardataires il y a. Je suis très heureux de vous présenter les deux écrivains qui sont à mes côtés. Le troisième écrivain, Abdellah Baïda du Maroc, n'a pas pu venir pour des raisons indépendantes de notre volonté, enfin de la mienne en tous les cas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas avec nous. Et nous avons demandé à Mireille Setti, qui est la traductrice de Kim Thuy, de venir, non pas pour remplacer Abdellah. Oui, pas encore, oui. Je n'ai pas encore traduit. Non, vous allez traduire. En fait, voilà, je suis chercheur de Kim Thuy, oui. Voilà. Tout à fait. Donc, les deux écrivains qui sont à mes côtés représentent à eux deux 4 continents. 4 continents parce qu'ils sont nés sur un continent, ils vivent sur un autre. Kim Thuy est né en Asie et vit en Amérique du Nord. Thierno Monenambo est né en Afrique et a longtemps vécu en Europe, même s'il est rentré ces dernières années en Guinée. Kim Thuy est née à Saigon, elle a dû fuir pour les raisons que vous imaginez. À l'âge de 10 ans avec sa famille. Sa famille s'est établie au Vietnam, à Montréal, au Québec, où elle est restée, où elle est devenue écrivain, et où elle appartient à cette catégorie d'écrivains nés ailleurs, et qui, une fois installés dans un pays, écrivent sur le pays quitté, soit par eux ou par leurs parents. En tous les cas, pour l'instant, vos 3 livres ont trait au Vietnam d'une manière plus ou moins directe. Vous avez d'abord exercé différents métiers et vous êtes venu à la littérature. Vous avez publié votre premier livre en 2010, RU, R-U, le nom vietnamien. Vous avez obtenu le Grand Prix RTL Lire pour ce livre. Vous avez été très vite remarqué, repéré par la critique et le public. En 2013, un second qui s'intitule Man, et enfin le troisième qui est beaucoup plus récent, qui s'intitule Vie. Ces 3 livres sont à la fois publiés, c'est l'une des marques aussi peut-être de l'édition francophone, sont publiés à la fois au Québec et en France par 2 éditeurs différents. Thierno Monenambo, pour sa part, est né en Guinée, pays qu'il a dû quitter très, très jeune. Il a longtemps vécu en exil, en France en particulier. Et c'est un écrivain voyageur, en tous les cas, par sa littérature. Sa littérature est très dispersée dans le monde, même si on y retrouve sa marque de fabrique. Le premier livre a été publié en 1979. Donc on a déjà 40 ans d'écriture, ou presque. Le premier livre s'intitulait Les crapauds brousse. Et vous avez obtenu le prix Renaudot avec le Roi de Caël en 2008. Et votre tout dernier livre, qui se passe en Algérie, s'intitule Bled. Une douzaine de livres quasiment, tous publiés aux éditions du Seuil, là aussi très belle fidélité entre un auteur et son éditeur. Et donc, Mireille Setti, nous en avons parlé, future traductrice de Kim Thuy. Peut-être ma première question à l'une et à l'autre d'entre vous écrivains, j'aimerais savoir comment, d'une certaine façon, vous est venu le goût de la littérature et le goût de l'écriture. Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que ce sont des amis, des bibliothèques? Comment vous est venu ce goût peut-être de lire dans un premier temps et d'écrire dans un second? J'ai eu la chance d'être née dans une famille avec beaucoup de livres. Et dans un pays comme le Vietnam à cette époque-là, un livre était considéré quand même comme un objet de luxe ou sinon un objet luxueux parce que c'est un pays en guerre et par la suite un pays où il y a eu un changement de régime politique, donc tous les livres étaient confisqués, ceux qui possédaient des livres étaient persécutés et donc le livre a toujours été cet objet fétiche, oui, presque interdit. Et donc, comme je vous ai dit, dans la famille, on a eu la chance d'avoir beaucoup de livres. Et quand le communisme est arrivé, évidemment, tous ces livres-là devaient partir, quitter. Et le geste le plus barbare que j'ai posé, je crois, dans ma vie jusqu'à maintenant, c'était de déchirer les livres pour les brûler, pour ne pas être envoyé en prison. Donc, j'avais 7-8 ans et j'étais déjà l'espionne qui volait les livres les plus compromettants confisqués par
les communistes, mais c'est parce qu'ils habitaient avec nous. Et donc tous les livres étaient ramassés dans une chambre pour pouvoir faire l'inventaire. Et pendant toute cette période d'inventaire, j'avais la mission d'aller voler les livres pour les brûler. Et les livres, évidemment, sont très difficiles à brûler parce que les flammes s'étouffent rapidement. Donc les enfants, notre travail, c'était de déchirer les pages la nuit pour que les parents puissent brûler sur le toit. Et ça, c'était le dernier moment, je vous dirais, ou le moment le plus marquant que j'avais avec le livre. Et quand on est arrivé au Québec, on n'avait pas d'argent du tout en tant qu'immigrants nouvellement arrivés et tout ça. Donc, le premier livre qu'on a pu acheter, c'était Marguerite Duras, et qui coûtait $15. Et L'Amant, tout à fait, en 82. On est arrivé en 79. Et les $15 valaient énormément pour nous parce que ma mère et moi, ensemble, on faisait de la couture, on faisait $2 par jour. On était vraiment mauvaises. Et donc, parce que vous savez, on faisait des fermetures éclairs pour les jeans, pour les enfants. Et les fermetures éclairs sont très difficiles à faire parce que vous ne voyez pas la fermeture éclair. Vous devez coudre à côté, mais il y a deux morceaux de tissu, le tissu par-dessus. Et l'aiguille devait passer à côté du petit carré au bout. Mais vraiment à côté, parce que s'il y a un espace, on ne peut pas tirer. Et le problème, c'est que quand vous ne voyez pas, l'aiguille passe par-dessus le petit carré au bout. Et puis l'aiguille cassait. L'aiguille coûtait 15 sous. Et la fermeture, on était payé 25 sous par fermeture. Donc, on cassait une aiguille par fermeture et donc à la fin de la journée, on a 10 cents. Et donc, voilà, mon premier contact avec la littérature française, c'était Marguerite Duras. Et l'écriture, elle vient à quel moment? Ah, l'écriture, oui. Ça, c'était ça venait de là, je vous dirais. Parce qu'on devait apprendre, on ne devait pas gaspiller le livre. Donc, j'ai... mon oncle, qui a 7 ans de plus que moi et qui maîtrisait mieux le français, donc il a lu phrase par phrase avec moi pour expliquer la beauté de la langue et la complexité, la sophistication en fait de la langue de Duras. Et après, il fallait apprendre, il fallait faire des dictées avec ce livre du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est la meilleure façon pour apprendre, je crois, la structure d'une langue, hein, c'est de faire toutes ces analyses grammaticales, syntaxiques, logiques et tout. Et aussi, pour apprendre la musicalité de la langue française, selon ma mère, la meilleure façon, c'était d'apprendre par cœur. Donc, j'ai appris aussi par cœur ce livre. Et donc, ce goût de... donc, voilà, au bout de tout ça, je parlais comme Marguerite Duras, je vivais comme Marguerite Duras, je respirais comme elle. Et le goût de l'écriture est venu à ce moment-là. Mais pas pour écrire vraiment. Je n'avais pas ce rêve de devenir auteur ou écrivaine ou quoi que ce soit parce que encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne maîtrise pas assez la langue pour pouvoir écrire. Et la langue est le premier outil qu'un écrivain doit posséder et je ne l'ai pas. Donc je suis comme une... Si on m'appelle écrivaine, je vous dirais, je suis une écrivaine handicapée. et voilà. Donc, il y a des handicaps plus graves que d'autres. Tiens, donc, le livre autour de vous, dans la famille, dans les bibliothèques Mon père lisait beaucoup. Il a même écrit, il n'a jamais publié. Non, excusez. Moi, j'ai une voix tellement... Ou alors vous vous rapprochez, c'est ce qui serait peut-être mieux. Mon père lisait beaucoup, ouais. Mais il vivait lui à Beauboudy-la-Sceaux, aujourd'hui. Donc sa bibliothèque, elle était là-bas, à la village où je vivais avec sa mère. Mais un jour, je devais avoir 11 ans, il m'a jeté dans les bras une pile de livres. Il m'a dit, lis-moi ça. Et là-dedans, il y avait Camaralai, L'Enfant Noir, Blackboard de Richard Wright, Premier Amour de Tourguenieff, Bella de Giroud, La Terre contre les murs de Hervé Bazin, et d'autres que j'ai oubliés. Vraiment, c'était pour moi la lecture, la littérature, tout était hétéroclite pour moi. Je n'ai pas de littérature nationale, bien rangée. Le livre, c'est le livre.
d'où qu'ils viennent. Et j'ai appris à lire comme ça. Je ne cherche pas à savoir si c'est un Américain, un Français, la littérature russe, française, ça n'existe pas pour moi. Pour moi, c'est la littérature, c'est le livre. Et voilà, c'est ça mes premières lectures. J'avais 11 ans. Le goût de l'écriture, il vient de bonne heure, des poèmes, des... Je notais dans des cahiers des contes que me racontait ma grand-mère quand j'étais tout petit. J'avais un cousin, tous les deux on était un peu passionnés de littérature, on jouait on faisait la correspondance de manière 18e siècle, il jouait au Voltaire et moi au Rousseau. On s'écrit, c'est vrai, on s'écrivait, on devait avoir 17 ans, 18 ans, on s'écrivait en imitant Voltaire et Rousseau. Et puis on faisait des petites pièces de théâtre qu'on jouait pendant les vacances dans mon village. Généralement, c'est lui qui donnait l'idée, il faisait le plan et moi j'écrivais. Et puis souvent on jouait ces petites pièces. Ça commence comme ça, et je n'avais pas encore l'intention, je n'avais pas encore l'ambition de devenir écrivain. Ça s'est fait à Lyon, dans une chambre de site universitaire. Et je vivais très difficilement l'exil, j'étais enfant depuis peut-être près de 2 ans. J'ai balayé un supermarché, ça s'appelait à l'époque Mammouth, ça a disparu en même temps. Qui a écrasé les prix. Comme l'animal du même nom. Et je balayais de 22h à 7h du matin. À 8h, je devais avoir des cours de biochimie, de chimie organique, parce que j'ai fait des études de biochimie. J'ai fini par avoir des insomnies. Des insomnies formidables pour les écrivains, parce que que faire de sa nuit. Et l'exil était très... Parce qu'à cette époque-là, on vivait une répression sauvage. Chaque fois que j'ouvrais la radio, quelqu'un avait été tué. Quelqu'un que je connaissais, un parent ou un ami, ou un voisin, ou une personnalité importante du pays. Je me suis mis à noter des trucs dans un cahier qui, au début, avait été acheté pour abriter des exercices de chimie organique. Et c'est dans ce cahier-là que j'ai écrit ce roman qui a pris par s'appeler Les Crapauds. C'est comme ça que je suis venu à la littérature. Et tellement cette aventure était tellement inopinée que j'ai fait 6 ans avant d'écrire mon second livre. Je me disais, mais est-ce que ça vaut la peine de côté? Moi, je pensais qu'en écrivant un seul livre sur Sékou Touré, le régime serait tombé. Tout aurait changé, Sékou Touré serait mort immédiatement, et puis je me suis rendu compte que non. Je me dis, à quoi ça sert alors d'écrire? Et finalement, j'ai réfléchi pendant 6 ans, finalement, moi, j'ai continué. Mais je pense que c'est ça, c'est des sciences peut-être qui nous poussent à écrire. Parce que moi aussi, j'ai fait les sciences, et c'est les maths qui m'ont donné. J'avais effectivement oublié de préciser que Tierno Monenamo a une formation de chimiste. Même biochimiste. Donc, que vous avez enseigné ensuite en France. Pendant un certain temps. Le déclic qui a fait que vous envoyez le manuscrit à un éditeur, ça se fait comment? Parce que bon, d'accord, on écrit un roman, on le termine, on se dit ça y est, c'est fini. J'ai dû payer 2 ans environ, pour du code, il y avait un texte plus ou moins abouti, j'ai quand même jeté à l'eau. Je l'ai envoyé à des éditeurs dont j'avais l'adresse. Il y avait à l'époque un truc qui s'appelait Pensée universelle, UNESCO universel, absolument. Et puis au seuil, parce que le seuil met son adresse sur ses livres, Ganimard ne le fait pas. Et à Toulouse, je me suis développé à Christian Boulba aussi. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que le premier à m'avoir répondu, c'est le seuil. Ils m'ont dit oui, le roman n'est pas abouti, il faudrait faire ceci et cela. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, je l'ai accepté. La Pensée universelle m'a demandé, je ne sais pas si c'est 3 millions de francs de l'époque, quelque chose comme ça. Christian Boulba m'a écrit pour me dire que le manuscrit aurait pu l'intéresser, mais qu'il a un programme extrêmement chargé. Donc, on ne pouvait pas l'éviter. Finalement, j'ai obéi aux recommandations du seuil, j'ai amélioré un peu le manuscrit, il a été accepté. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, d'ailleurs, vous étiez, je l'ai dit en introduction, en situation d'exil, est-ce que vous avez l'impression que cet exil a joué un rôle majeur dans le fait d'écrire? Ou ne pas penser à écrire, peut-être. L'exil, vous voyez, pour une immigrante comme moi, je ne pensais pas que l'écriture était accessible, ou sinon que c'était possible pour nous d'écrire, ou de se
de se retrouver dans une situation aussi aléatoire en fait. Donc il fallait un métier, et c'est pour ça que je suis devenue avocate. Oui, mais après, bon, dans mon cas c'était accidentel. J'ai jamais eu l'intention, et une fois que le texte était terminé, je ne savais toujours pas que c'était un livre. Et ce n'est pas moi qui l'a envoyé chez l'éditeur même. Comment vous expliquer? Bon, après le droit, j'ai ouvert un restaurant parce que je ne sais pas pourquoi, par un moment de folie, et je ne savais pas cuisiner, donc c'était très compliqué. Donc je pouvais offrir juste un plat par jour, et on ne choisissait pas du tout. On venait, on mangeait ce que je pouvais faire cette journée-là. Et j'ai fait ce métier pendant 5 ans. Et comme vous savez, la restauration, c'est peut-être le pire métier. On ne termine jamais avant minuit, 1h, et je m'endormais beaucoup au feu rouge le soir quand je quittais le restaurant. Et une des façons, le problème avec de s'endormir au feu rouge, c'est que le pied devient plus léger, et puis le frein aussi, et la voiture continuait tout seul. Donc il y a eu quelques accidents. Et un des trucs que j'ai trouvé pour rester éveillé et que ça fonctionnait, c'était de faire des notes. Au début, c'était des listes de choses à acheter, des choses à faire. Et puis après, c'était le nombre de verbes, les verbes que je connaissais, les pays que je connaissais. Et puis un jour, c'était rue sans savoir en fait. Je vais finir par pas vous croire, parce que vous faites de la couture, vous cassez les aiguilles, vous ne savez pas coudre, oui. Vous ouvrez un restaurant, vous ne savez pas cuisiner, et vous faites des livres qui sont quand même plutôt acceptés et adoubés par la critique, qui vous dit que vous n'êtes pas écrivain. C'est pas vrai? Mais oui, mais c'était accidentel, vous voyez, et la personne qui l'a... Et si le livre a existé, c'est parce que mon mari, j'ai fermé le restaurant après... durant le dernier mois, j'ai commencé à prendre ces notes-là. Et mon mari a demandé à ce que je ferme le restaurant parce que c'était la fin du bail et je ne faisais aucun argent. C'était toujours dans le rouge. Et donc il dit, bon, alors soit tu transformes le restaurant en un organisme de charité ou sinon tu fermes. C'est ça. Et donc on a fermé et il m'a obligé de rester à la maison pendant 1 mois pour rêver un rêve. Rêver une carrière. Et j'ai pas rêvé, j'ai juste montré les notes que j'avais dans l'ordinateur. Je transmettrai mes remerciements à votre mari. Oui. Tierno, l'exil, c'est déterminant dans le fait d'écrire. Je pense que si je n'étais pas exilé, je n'aurais pas écrit. En tout cas, pas sérieusement. Pour moi, au début, la littérature était simplement une occasion de témoigner. J'étais convaincu que en écrivant sur la dictature de Sékou Touré, j'allais changer les choses. Je me suis rendu compte avec beaucoup de désespoir que la dictature ne servait pas à grand-chose, ou alors de façon tout à fait détournée. C'était autre chose que ce que j'en pensais. Et il m'a fallu quand même 6 ans de réflexion pour savoir que la littérature, ce n'est pas un instrument révolutionnaire, ce n'est pas un instrument qui... Ça bouleverse le monde, la littérature, mais lentement, de façon tout à fait aléatoire, on ne sait pas trop où ça mène. Mais moi je pensais sincèrement que les Carcobos auraient changé le système politique guinéen. Je ne cherchais que ça en fait au début. C'est par là-dessus que je me suis dit, écoute, de toute façon, j'ai un pied là-dedans, je me suis piqué aux choses, lentement. Et finalement j'ai écrit un second roman, puis un troisième, puis un quatrième, puis je me suis rendu compte finalement que la Guinée n'était pas le centre du monde. Et que je n'étais pas le seul au monde à avoir des problèmes de ce type-là, que la dictature est un phénomène universel, et que tous les hommes au monde ont subi un jour ou l'autre des dictatures, des répressions. Et finalement, je me suis habitué à l'exil. Je me suis rendu compte que l'exil n'était pas si mauvais que ça. C'était douloureux, l'exil, l'arrachement à la terre natale, aux parents, la rupture avec la mémoire de l'enfance, c'était très difficile à supporter, mais en même temps, ça vous offre d'autres portes. Cela vous offre le monde. Et moi, ce qui m'est arrivé, je ne demandais pas le monde, mais on me l'a offert. Et finalement, je me suis dit, ma mère, je suis très bien, c'est bien. Je me suis mis à voyager davantage, aller un peu partout. Il y a écrit des romans d'un pied à un autre, un peu à s'aimer autour de moi, des petits cailloux blancs comme le petit poussé du conte.
qui balise un peu mon chemin. Cette aventure qu'on appelle l'exil. Une des choses qui vous sépare, vous êtes réunis l'un et l'autre par l'exil, le fait d'avoir quitté votre pays, votre continent pour en vivre sur un autre. En revanche, il y a une chose, me semble-t-il, qui vous sépare. Il me semble que vous êtes très influencé dans vos 3 livres par votre biographie. Vous êtes très présent dans vos livres d'une manière ou d'une autre, soit parce que c'est une héroïne que la maman va marier avec quelqu'un qui va lui assurer une bonne situation au Canada, soit parce qu'il s'agit du souvenir d'une petite fille et d'une jeune fille. L'autobiographie, vous êtes d'accord pour dire que c'est quelque chose qui pourrait qualifier du moins partiellement vos livres? Je vous dirais que c'est très près de ce que je connais, parce que contrairement à un vrai écrivain qui a l'imagination, je vous dirais que mon seul but quand j'écris, c'est vraiment pour... D'abord, j'ai commencé à écrire parce que j'aime le français. J'ai un amour inconditionnel pour la langue française, non pas seulement pour la langue en tant que telle, mais le français représente pour moi une nouvelle vie, une nouvelle naissance, un nouveau pays, une nouvelle voie. Parce qu'on a été accueillis par des Québécois où on parle français. Donc c'était les premières personnes qui nous ont, si vous voulez, ouvert les portes à cette possibilité d'une deuxième vie. Et du coup, le français représente pour moi cette voie qu'on n'avait plus. Et le Québec nous a offert un pays. Et donc, j'ai appris le français par amour, avec amour. Et donc, chaque mot que je possède de la langue française est un trésor, est un diamant que je ramasse comme ça dans mon sac. Et quand j'écris, parfois, vous savez, j'invente l'histoire ou j'écris une histoire juste parce que j'aime le mot. Et j'essaie de trouver un moyen pour inclure le mot, pour que le mot puisse exister dans le livre. Et par exemple, comme le mot rebelle, parce que je ne connaissais pas le mot rebelle, et la première fois que j'ai rencontré le mot, je pensais que c'était belle de nouveau. Vous voyez, c'est logique, hein, je trouve, hein, belle de le rebelle. Et donc je n'avais pas cherché dans le dictionnaire parce que j'étais certaine d'avoir compris le mot, et je me disais, oh, mais quelle belle langue de nous donner cette possibilité de rédemption, hein, d'être belle de nouveau. Parce que dans la culture vietnamienne, quand on utilise des mauvais mots, qu'on raconte des médisances, on perd notre beauté. Et là, je dis, oh, la langue française nous donne la possibilité de redevenir belle. Et donc, j'ai écrit toute une dissertation sur ce mot rebelle et sur cette jeu zéro. Par le professeur qui a dit, il n'y a aucune logique avec le rebelle et belle et tout. Et donc, quand j'écris, c'est vraiment parce que j'aime être avec la langue française, avec les mots, et de marcher autour de chaque mot et découvrir le champ sémantique d'un mot. Et donc, c'est juste de partager la beauté de ce que je vois, de ce que je touche, de ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est très près de ce que je suis. Et que je suis incapable d'imaginer. Mais il y a des bouts, c'est imaginaire, hein, parce qu'il n'y a aucun homme, il y a un bout où j'ai écrit, il y a un homme qui a créé un parfum pour moi à Paris et tout ça. Eh ben non. Il n'y a jamais eu d'homme qui a créé un parfum pour moi. Mais c'est un fantasme. C'est ça, c'est un appel même. Oui, Tierno, alors le vrai écrivain. C'est comme ça. Alors, effectivement, la part autobiographique, du moins en apparence, est assez peu présente. Peut-être à part le premier, les crapauds rousses, on peut peut-être trouver des traces. Dans les suivants, vous êtes très errant, vous l'avez dit. En deuxième, qui s'appelle Un attiqué pour Elgas, on va se promener du côté de la Côte d'Ivoire. Un rêve utile, Lyon n'est pas très loin. Pelourinho, on va au Brésil. Le dernier se passe en Algérie. L'avant-dernier se passe à Cuba. Vous êtes allé aussi au Rwanda. Donc il y a une très très grande géographie dans votre œuvre et vous mêlez là aussi les continents. L'idée d'un livre, c'est le voyage qui est au départ, c'est une idée, c'est un personnage. Comment naît un livre de Tierno Monenambo? Alors là, le déplacement, oui, est permanent. J'aime marcher, j'aime voyager.
je suis un Peul. Les Peuls, Senghor les appelle les hommes longue jambe. Nous sommes des nomades. Nous habitons 25 pays africains déjà. J'aime voyager. L'espace, pour moi, est à visiter. Et qu'il y ait une complicité entre la littérature, qui est notre espace très vaste, et l'espace géographique, c'est tout à fait naturel pour moi. Moi, j'aime bien laisser des traces là où je passe. Ces traces-là, c'est le livre. Je ne suis pas sculpteur, je ne suis pas peintre. C'est avec les mots que je signale ma présence, mon passage dans un lieu. Et j'aime les lieux parce que pour moi, les lieux sont magiques. Les lieux du monde sont magiques. Et moi, je considère que chaque lieu au monde sécrète sa propre poésie. Vous remarquerez, on me reproche souvent une chose, c'est que tous mes livres sont absolument différents. C'est pas forcément un reproche. Hein. Non, Mais Flaubert, c'est pareil. Un vrai Et parce que je considère, moi, que chaque terre au monde sécrète sa propre poésie. C'est-à-dire qu'il faut une langue précise pour parler de Lyon, une autre pour parler d'Abidjan, une autre pour parler de Cuba, une autre pour parler du Brésil, une autre pour parler de l'Algérie. C'est pas pareil. Chaque terre a son goût. Chaque terre a sa propre topographie. Et ça, il faut adapter la langue à la topographie. comment se construit un livre, vos livres? Ils ont été construits de quelle façon? L'une des caractéristiques, c'est souvent des chapitres très, très courts, des phrases relativement courtes. On retrouve Marguerite Duras, que vous citiez tout à l'heure aussi. Oh non. Oui, c'est au moins pour ça. Oui, le souffle. Comment ça se construit? Vous savez où vous allez arriver, il y a un plan, il n'y a pas de plan, c'est au fil de la plume, il y a une orchestration qui se fait après, comment? Non, j'ai aucune planification en fait, parce que je ne sais pas comment construire. Non, sous la douche, je sais exactement quelle est l'histoire que je voulais raconter le jour même. Mais quand je commence à m'asseoir pour écrire, je n'ai jamais réussi jusqu'à maintenant à écrire ce que j'avais en tête sous la douche. Alors, et sous la douche, c'est extraordinaire. C'est le lieu de toutes les histoires. Et ça, je me demande si ce n'est pas en raison des camps de réfugiés où on n'avait pas d'eau et tout. Et donc, pour moi, encore aujourd'hui, le lieu le plus luxueux où je peux me retrouver, c'est sous une douche. Et c'est là où l'abondance arrive, vous voyez. Et là, vous vous asseyez et... Ah non. Et je me relis toujours de la première page et les petits paragraphes que vous avez, très souvent, au départ, il y a 4 pages ou 5 pages. Et mon plaisir, c'est de relire du début et vraiment écumer ou enlever. Oui, beaucoup. Je crois que 80% de ce que j'écris ne mérite même pas... Ouais, voilà, ça va directement à la poubelle. Dans l'ordinateur, vous voyez, je mets ça dans la poubelle et je vide la poubelle, juste pour être certaine de ne pas retomber sur ces passages. Et je ne sais pas, peut-être que ça sonne peut-être un peu ésotérique, mais je crois que les personnages ont leur propre vie. Et par exemple, comme le dernier, je voulais que le personnage principal soit petite. Et j'ai jamais réussi. Elle est devenue grande, en fait. Et donc c'est mon fantasme qui a parlé plus. Et donc je devais retourner au départ et changer les caractéristiques au départ. Parce qu'elle est devenue vraiment une grande fille. Et ça le deuxième a été plus facile à écrire. Vous parliez tout à l'heure, vous avez dit travail, puis après vous êtes repris, vous avez dit non, plaisir. Non, c'est jamais le travail. Pour moi, encore aujourd'hui, l'écriture, c'est la jouissance, c'est la grande jouissance de pouvoir s'asseoir et voilà, juste jouer avec les mots. Très souvent, j'oublie de manger, même, et je me lève de ma chaise à 2h de l'après-midi et je commence à trembler parce que voilà, j'ai eu trop faim pendant la journée. C'est le même plaisir au troisième qu'au premier ou Ah oui. Et quand on n'a plus de plaisir, on arrête d'écrire. Je crois, je sais pas, dans mon cas. Peut-être. Tierno, la construction, l'idée, alors le pays, on a compris, le pays est important, chaque pays a sa musique, sa langue, et à chaque fois c'est une histoire aussi. C'est un personnage au départ qui vous fait démarrer, c'est un lieu, c'est une idée. C'est un personnage qui finalement prend la plume à ma place et qui continue l'histoire. Je pense que les personnages sont très difficiles à
contrôler. Toute créature échappe à son créateur. Regardez les êtres humains, le bon Dieu. Il y a longtemps qu'on a échappé au bon Dieu. Ouais. Malheureusement ou malheureusement, je sais pas. C'est pareil, je pense que c'est pas qui disait ça, celui qui fait a priori ce qu'il va raconter n'est pas un vrai écrivain. L'écrivain doit se laisser surprendre par sa propre écriture, par ses personnages et par le déroulement de des situations. Il faut qu'à la fin, l'écrivain s'étonne avant que le lecteur ne fasse pareil. C'est-à-dire qu'à la première phrase, vous ne savez pas ce qui va arriver. La première, je ne sais pas où je vais, mais la première fois, oui, celle-là, certainement, j'y réfléchis un peu avant de commencer. Une fois qu'elle est faite, je laisse les choses se faire toutes seules. Et la première phrase est toujours la première? Elle demeure la première? Oui, absolument. Il faut une première phrase pour commencer. Celle-là, je peux la tourner et retourner dans ma tête 2 mois, 3 mois, 4 mois. Une fois que je l'ai faite, voilà, j'ai le temps, je vais avec. Après, pas de plan? Je ne fais jamais de plan. À la fin, je relis, j'essaie de restructurer les choses. Je ne fais pas de plan. Je pense que franchement... L'idée d'élagage, c'est quelque chose qui vous est familier aussi? Vous relisez et vous enlevez ou vous rajoutez ou... Je pense qu'écrire, c'est d'abord avoir tout effacé. Ce qui ne s'est pas effacé, on ne pourra jamais écrire. Il faut relire et effacer. Ouais. Oui, je fais plusieurs pages. Je peux faire jusqu'à 1000 ou parfois même 2000 pages que je réduis à 150 ou 200, 300. C'est toujours aussi un plaisir? Non, ou c'est une Pas douleur? forcément, c'est surtout une douleur chez moi. C'est vrai? Ah ouais, l'écriture, c'est surtout. C'est pas vraiment un plaisir. Mais c'est vrai que le plaisir et la douleur sont très difficiles à dissocier. Non, il y a une différence. C'est très difficile. La souffrance et le plaisir, ça va ensemble. Et c'est vrai, il y a des moments de jouissance, lorsqu'on se rend compte que tel personnage semble à peu près juste. On a tenté de l'esquisser avec beaucoup de mal. Ça, oui, tiens, ce personnage-là est intéressant à peu près. Il y a une part aussi de votre œuvre dans laquelle l'histoire est importante. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Peul, sur l'ensemble de la communauté Peul, avec une part historique très, très importante. Il y a un livre qui s'intitule Le Roi de Kael, qui parle d'un personnage existant, un personnage historique. Le terroriste noir, c'est aussi un tirailleur sénégalais qui est emporté, qui devient ensuite un des leaders d'un maquis de la résistance pendant la guerre. Donc on est avec des personnages historiques dans des contextes historiques. Est-ce que ces livres-là sont différents à écrire que les livres de pure imagination? Oui, bien sûr, parce que là, dans ces 3 cas, j'ai eu quand même à me documenter un peu. Et même beaucoup. Peul, j'ai écrit Peul, je me suis documenté 8 ans. C'est le plus gros livre. C'est le plus gros avant d'écrire Peul, parce que c'est une histoire complexe, ça dure 5 siècles à peu près. Il m'a fallu quand même me documenter. Et évidemment, il faut justement là élaguer la documentation, faire en sorte de digérer la documentation. Il faut que la documentation n'alourdisse pas le récit. Ça, c'est pas un travail très facile à faire, comme pour le Roi de Kael, j'ai dû me documenter. Le Roi de Kael a existé, c'est une histoire vraie en fait, que j'ai transformé en roman. C'est comme le terrorisme, Abdiba a existé, il a été fusillé par les Allemands en 1943. Et là, il m'a fallu me documenter en même temps, tout en sachant qu'à la fin, le lecteur ne va pas percevoir l'odeur de la documentation. Il faut que ça reste un roman. Je ne suis pas un historien, je n'aime pas beaucoup les romans historiques. J'ai fait ces 3 romans-là un peu par nécessité, parce que à un moment donné, il me fallait quand même, parce que j'ai un problème avec la mémoire. Je pense que tous les exilés ont ce problème-là. La rupture avec la mémoire ancienne fait en sorte qu'on est obligé de se recréer. Et j'ai commencé par me recréer fictivement, en racontant la vie de la Guinée à cette époque-là, mais en même temps, on se rend compte que la mémoire collective aussi importe. Et la mémoire collective est très importante quand on est en exil. Et donc, il me fallait écrire l'histoire des peuples. Puis, le Roi de Kael, c'est un professeur d'histoire qui fait mon proviseur, qui m'a dit un jour, qui m'a beaucoup aidé à faire peur, il m'a dit il faut que le roman sur Olivier Sanderval. C'est un vrai personnage de roman. Et c'est vrai, c'est très intéressant. Et dans le Roi de Kael, et
l'histoire, c'est que les deux personnes en question sont de vrais personnages de roman. Olivier Sanderval est un fou. C'est un monsieur né à Lyon, dans une famille qui a créé les industries chimiques lyonnaises. C'est la famille des familles les plus riches d'Europe de cette époque-là, qui a lu René Caillé vers l'âge de 8 ans. René Caillé passait par le Fouta Djallon, qui est un peu la bande de Tombouctou. Il est séduit par le récit de René Caillé. Il se dit, il faut que je devienne le roi des Peuls, à l'âge de 8 ans. Le Fouta Djallon l'intéresse parce que le mot très beau, Fouta Djallon. Et à 40 ans, il abandonne tout. Il prend le Fouta Djallon pour se créer un royaume. Et voilà, vous voyez, ça commence là, il faut être fou pour ce genre de... Mais il le fait. Il le fait, il obtient un petit royaume de 26 km de longueur, qui ne va pas durer parce que les Français vont le récupérer très vite parce qu'il est brûlé, il n'oublie aucun, il est là pour lui, il n'est pas là pour la France. Il crée sa propre colonie. Et les Français n'aiment pas ça. Et pourtant, sans lui, sans Olivier Sanderval, jamais la France ne décolonisait la Guinée. La France ne s'intéressait même pas à la Guinée à cette époque-là. Il s'intéressait au Sénégal et au Soudan. C'est lui qui a compris la position stratégique du Fouta Djallon, les montagnes, les fleuves qui naissent là, etc. C'est Olivier Sanderval qui a fait ça. Mais la France laisse plus de Guinée. Il interdit de venir en Guinée, il va mourir à Lyon, à Marseille. Et donc quand on écrit sur un personnage comme celui-ci, ou comme sur le personnage du terroriste noir, qui ont vraiment existé, il y a ce souci de la vérité, et non plus seulement du vraisemblable. On doit être à la vérité. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut que le personnage apparaisse plus ou moins comme il a été. Mais comme, encore une fois, comme c'est des fous tous les deux, parce que Abiba, un Guinéen qui vient dans un petit village des Vosges, pour fonder un maquis, une résistance contre les Allemands, et qui est fusillé par les Allemands en 1943. Il faut être fou. Voilà, donc ces deux personnages sont extrêmement particuliers. Bon, quant à l'histoire des Peuls, les Peuls, c'est une histoire folle, ce n'est pas une vraie histoire, c'est plus des mythes et des légendes qu'une histoire sans vrai du terme, parce que le Peul se déplace tellement que l'histoire est très difficile à percevoir. C'est autre chose, c'est une histoire de bœufs, parce que les Peuls sont des esclaves des bœufs, et c'est là où le bœuf va, c'est là qu'il met le pied. Et voilà, c'est le bœuf qui fait le destin du bœuf, c'est le bœuf qui écrit l'histoire. Il précède. Il précède le bœuf. Mais est-ce que je peux juste relancer sur l'exil et justement la rupture de la mémoire et l'histoire collective? C'est, vous voyez, la page du Boat People n'existe pas, des Boat People vietnamiens n'existent pas nulle part. Parce qu'au Vietnam, aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas avoir de cette page-là dans les livres d'histoire. Parce qu'on s'était enfui, un gouvernement communiste, et encore aujourd'hui, c'est un gouvernement communiste. Évidemment, la législation actuelle est là pour nous recevoir, le retour des Vietnamiens, mais officiellement, on ne peut pas reconnaître que ces Vietnamiens-là se sont enfuis du Parti communiste. Donc, mon livre, qui se trouve peut-être dans 25 pays maintenant, il n'existe pas au Vietnam. Parce que, voilà, on ne peut pas reconnaître cette page-là. Et les Boat People sont un peu partout dans le monde, mais on ne forme pas un groupe assez important pour que le Canada insère une page sur les Boat People dans les livres d'histoire. Et donc, je crois que quand j'écris, c'est presque cette mémoire collective qu'on est en train de perdre, parce que dès que mes parents vont mourir, les témoins vivants vont partir et on n'aura plus accès à cette histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dette? Non, je vous dirais, c'est plutôt la reconnaissance envers tous ces héros ordinaires. Et donc, je raconte des fous aussi, mais peut-être plus ordinaires, moins connus. Et je vous dirais, ceux qui ont survécu à ce périple sont souvent des gens exceptionnels, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est une collection, en fait, de tous ces portraits que j'essaie de mettre ensemble pour qu'un livre se lise. Évidemment, il faut créer des personnages. Et donc, il y a des personnages où, après 5 rencontres, 5 personnes différentes, 5 vies, il fallait que je les combine ensemble pour en faire juste une seule dans le livre. Et parfois, il faut les casser parce que leur vie
est trop riche ou trop dur ou trop difficile à porter et mettre des chapeaux différents, vous voyez, sur... Côté patchwork un petit peu. Oui, presque, mais c'est vraiment presque comment on dit ça, un hommage envers tous ces survivants ou qui n'ont pas survécu également. Non, il y a une chose que je voudrais que l'on aborde avec vous, c'est la langue. Tierno, on se connaît depuis un certain nombre d'années, quasi 40. Oui, 38 ou quelque chose comme ça. Est-ce que... Vous êtes tout jeune encore. Je me souviens dans une interview, on parlait de la langue et vous m'aviez répondu le Peul m'appelle et me demande des comptes. Quand j'écris en français, le Peul m'appelle et me demande des comptes. J'aimerais que vous parliez un petit peu de ça. Comment il vous appelle d'abord, le Peul, et quel compte il vous demande? Les langues sont comme des mères, elles sont toutes jalouses. Hein. Mais en plus, chez moi, c'est très complexe parce que tout à l'heure, tu as dit que je suis né en Guinée, donc Guinée, que je suis venu en France par la suite. En fait, je suis né Guinée et français en même temps. Je suis né dans une colonie en Guinée française et dans une colonie où il y avait quand même deux catégories de citoyens. Il y avait les Africains qu'on appelait évolués, c'est-à-dire qui étaient assimilés français. Mon père en était un. Et ce qui restait de sujets français. Donc, je suis né français, en fait. Et quand je venais en France, je présentais le passeport de mon père, ça s'est fait très très vite. Et les deux langues sont venues, pas de manière instantanée, mais c'est à quelques années près. Très vite, j'ai parlé de français. Dans 5 ans, je parlais déjà de français. Et ces deux langues, pour moi, ce sont les deux pôles d'une seule et même langue en vérité. C'est vrai que la langue première, c'est la langue de la maman, c'est la langue originelle, et elle a tendance effectivement à récupérer son registre perdu, mais en même temps, le voyage dans l'autre langue, elle est allée trop loin. Donc je suis obligé, pour me comprendre moi-même déjà, c'est même pas un problème géopolitique, c'est un problème personnel, de faire en sorte que ces deux langues-là cohabitent en moi et de façon plutôt harmonieuse. De sorte que quand j'écris en français, bien évidemment, il y a beaucoup de tournures dans la langue Peul qui interviennent naturellement. C'est courant chez les Africains, tout le monde. On ne peut pas comme ça jeter par-dessus bord la langue première et devenir des Français au vrai sens du terme, des francophones purs et durs, c'est pas possible. Nous avons tout fait de garder en Guinée, lorsqu'on était sur la colonisation française, on parlait français comme les Français. Et après, quand l'indépendance est venue, il y a eu un retournement de situation. Les gens ont dit non, c'est devenu ridicule de parler français comme les Français. Nous sommes des Africains parlant français. Il faut le faire avec l'accent du terroir. Et en Guinée, on se moque très vite d'un Africain qui parle comme un blanc, il est très mal vu. Donc on est obligé de combiner c'est une situation assez compliquée. C'est pas un choix, c'est une espèce de déterminisme historique. Et quelle est l'incidence du temps? Vous avez passé quasi 40 ans en exil. Est-ce que le temps joue? Est-ce que la langue Peul se distend un petit peu? Est-ce qu'elle est toujours aussi présente? Je perds un peu, c'est certain, mais elle est là. Elle est terriblement jalouse. C'est la langue qui m'a c'est la langue qui m'a façonné. Hein, oui, quand on lit mes livres, on se rend bien compte que quand même cette langue est là derrière. Son odeur est là, son accent est là, cette syntaxe est là. Mais en même temps, le débat linguistique en Afrique qui a collé beaucoup d'encre, parce que longtemps les Africains se sont dit qu'ils écrivaient provisoirement en français. C'est ça qui est terrible, parce que à la fin des années 50, les gens se disaient on écrit le français juste pour obtenir l'indépendance. On va parler dans leur propre langue, faire une revendication dans leur propre langue, comme ils comprendront mieux. Et regardez bien les critiques littéraires, à partir de 1960, la grande année de l'indépendance, il y a un silence de la littérature africaine. De 1960 à 1968, personne n'a écrit. C'est même doucement écrit quelques recueils de nouvelles. Il se détourne de plus en plus du roman pour aller vers le cinéma. Il y a un silence, un silence psychanalytique. On ne s'est pas donné le mot, hein. Ça s'est fait comme ça. Les Africains cessent d'écrire.
En tout cas en français. Tout d'un coup, en 1979, l'homologème arrive, le devoir de violence, l'homologème arrive. Et ils écrivent en français. 10 ans après le silence. Donc le problème, c'était. C'est pas tout comment le régler. Et finalement, la langue française est revenue, elle est là, on ne peut plus la chasser. Je crois que les deux langues sont. J'appelle souvent que ce sont les deux langues maternelles. Parce que j'ai eu deux vies, je pense que, pas deux vies, mais j'ai eu deux naissances. Donc la première, évidemment, est la vietnamienne, mais la deuxième est québécoise. Et donc ces deux langues-là cohabitent, non pas cohabitent, ils sont fusionnés en fait. Donc très souvent on nous demande qu'on compte par cœur, c'est dans quelle langue, la langue dans laquelle on compte par cœur est notre langue maternelle. Et je vous dirais que je compte encore en vietnamien quand je veux compter vite dans ma tête, mais par contre je ne sais pas comment parler à mes enfants en vietnamien. Parce que la langue vietnamienne n'a pas de pronom personnel. Quand vous employez des gros mots. C'est en anglais. Parce que la langue française c'est une langue d'amour, donc je peux pas l'injurier. Mais en anglais ça va. Ça c'est la femme d'affaires en moi qui va utiliser les gros mots en anglais sans gêne. Mais en vietnamien, parce qu'il n'y a pas de pronom personnel. Quand on se parle, il faut se nommer. Alors, petite fille parle à maman, donc petite fille demande maman si elle veut manger. Mais il n'y a pas de je, tu, il. Et donc, vous devez toujours vous placer. Et entre deux Vietnamiens qui se parlent, on sait que lui, c'est le neveu d'un oncle qui est plus jeune que la mère, du côté de la mère et non pas du père. Donc, c'est très, très précis. Donc, on se nomme de cette façon-là. Et j'ai jamais appris à me nommer en tant que maman. Parce qu'une fois arrivée au Québec, je suis juste la fille de mes parents, de mes tantes, de mes oncles, donc je suis la plus jeune génération. Et du coup, je ne sais pas comment parler à mes enfants, ou même réfléchir à parler à mes enfants en vietnamien. Parce que je ne sais pas comment utiliser ce premier pronom. Et dans vos livres, il y a une vraie place faite à la langue vietnamienne. Les titres en attestent. Oui. Les 3 livres s'appellent... Chacun porte un nom qui est un nom vietnamien, nom de personne ou autre, ou nom commun, mais c'est un nom vietnamien. Les mots vietnamiens, vous parliez de rebelles tout à l'heure, mais il y a tout un tas de mots vietnamiens aussi qui sont nommés, même mis en exergue sur le côté du livre. Donc il y a cette présence-là aussi, très très forte. Et je crois que c'est en écrivant que je découvre la langue vietnamienne. Parce que j'ai cette possibilité de connaître assez bien la langue vietnamienne pour pouvoir faire de la recherche et comparer la langue vietnamienne et la langue française. Et je crois qu'une langue va mettre en lumière, ou met bien en lumière, la beauté de l'autre langue. Un peu comme, comment je vous dirais ça, en sachant que le mot home existe en anglais, on réalise qu'en français, il nous manque la traduction du mot home sweet home. C'est impossible de traduire le home sweet home. Par contre, un peu plus tôt, on a parlé de ça, j'ai découvert aussi que le mot jouissance existe en français, mais n'existe pas en anglais. Et vous voyez, et en vietnamien, j'ai découvert, c'est en écrivant, en réfléchissant, que j'ai découvert que le mot aimer amoureusement existe en vietnamien, un mot spécifique pour ce sentiment précis, alors qu'en français il n'existe pas. Et donc, donc c'est en écrivant que je découvre en même temps la richesse de l'une et de l'autre. La subtilité. Oui. Et les sons, par exemple, le mot rue qui existe en français et qui existe aussi en vietnamien en même temps. Vous voyez, le mot vie qui a la même sonorité que l'homonyme de la vie en tant que. Donc, oui, j'aime beaucoup en fait découvrir la langue vietnamienne à travers la langue française et vice-versa. Je vais me tourner vers vous. On parle Elle me connaît mieux comme moi, hein, parce qu'elle a fait. Évidemment, tu connais. Comment vous avez découvert Kim et son œuvre? Oui, en fait, donc voilà, j'ai rencontré Kim Thuy, donc physiquement, en personne, l'année dernière. Mais évidemment, voilà, ma première rencontre avec Kim Thuy, c'est-à-dire les œuvres de Kim Thuy, remonte en 2002. Je venais de présenter ma thèse à Paris 8 et c'était après tout de suite 2011 mars, donc après Fukushima. Et à
cette époque, oui, pour les étudiants oui, de ma génération, oui, surtout la théorie de la décomposition s'imposait beaucoup. Et donc, mais quand même, voilà, je me sentais de nos jours, très probablement, de la limite de la théorie de la déconstruction après Fukushima. Et j'avais besoin de la littérature qui puisse nous donner un tableau propre à notre époque pour avoir la vie déchirée d'une façon plus adéquate à notre époque, parce que je pense que oui, chaque époque a son malheur. Et dans mes recherches, dans mon domaine, des recherches de la littérature française, oui, aussi, qu'on a commencé de découvrir les écrivains francophones. Et comme ça, que donc, voilà, je suis devenue membre de l'association des études québécoises au Japon. J'ai rencontré Yuko Yamade, mon ancien collègue universitaire, qui venait de sortir sa traduction, c'était de Kim Thuy. Et donc, voilà, elle m'a offert sa traduction après des cours à l'université. Et j'étais obligée de lire. En fait, j'étais obligée de lire. C'est-à-dire que, voilà, de lire déjà dans le métro. Je n'ai pas pu m'arrêter de le lire. Et j'étais certaine, sur le sous-sol de Tokyo, que c'est un chef-d'œuvre. Et donc, évidemment, voilà, j'ai acheté comme ça la version originale et j'ai suivi ainsi des livres. Donc, voilà. Et ensuite, le travail, il s'est fait de quelle façon? Il y a souvent, vous avez des contacts entre vous pour la traduction? Non, elle n'a pas traduit. En fait, voilà, mon collègue qui a traduit, mais bon, en fait, voilà, elle est bilingue. Donc, elle m'a dit qu'elle a consulté aussi la version anglaise, etc. Mais j'ai trouvé que cette traduction était magnifique, donc j'ai tombé amoureuse avec ces livres. Mais après, évidemment, comme j'ai tombé amoureuse de ces livres, et donc j'ai commencé de m'intéresser en tant que chercheuse de ces livres. Et grâce à cette association, je suis membre, que j'ai rencontré Kim Thuy parce qu'elle était spécialiste, invitée par notre association. Et je suis tombée amoureuse par sa personnalité dynamique et généreuse. Par exemple, le livre qui est traduit, c'est Rue. Oui. Le titre en japonais, c'est le même mot? Ogawa. Ah, Oui. c'est traduit en japonais. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de 25 traductions différentes. Oui. Est-ce qu'on a gardé le mot Vietnam? La plupart ont gardé le mot Rue. Quand c'était possible avec l'alphabet tel qu'on connaît, sauf l'Allemagne et l'Italie. Et ça devient quoi? L'Allemagne, je ne suis pas capable de prononcer parce que non, mais la traduction de la traduction. C'est pas du tout la traduction de Rue. Et en italien, c'est Riva. Et le deuxième, c'était Nidi di Rondine. Donc, c'est pas du tout une traduction, c'est autre chose, une différente image. Tout simplement parce que le son, peut-être, dans la langue, sonnait mal. En allemand, apparemment, Rue ne se disait pas. Dans les 25 pays ou langues de traduction, ce sont des langues européennes, des langues asiatiques? Il y a le japonais, il y a l'arabe. C'est une jeune éditrice à Abu Dhabi qui a décidé d'éditer des livres étrangers. Ensuite, vous avez la Roumanie, la Pologne, l'Espagne, l'Europe, beaucoup, la Chine. Et là, c'est drôle parce que j'ai rencontré une autre auteure, là, son nom m'échappe. Elle me disait que son livre se retrouvait dans 35 pays, mais pas en Chine. J'ai dit, mais son livre est au Vietnam. Elle écrit en français? Elle écrit en anglais. Et j'ai dit, mais moi je suis en Chine, mais je ne suis pas au Vietnam. Donc peut-être qu'on pourrait changer nos noms et puis comme ça on pourrait être édité dans nos pays respectifs. Et d'ailleurs, il y a une troupe de danse et théâtre qui ont monté la pièce et ils ont été censurés, en fait. Ils n'ont pas reçu le permis pour pour danser et jouer un peu la pièce. Et donc j'aime beaucoup avoir été censurée. Non, c'est bien, non? C'est
comme s'il y avait un sens à ce que je fais. Ça donnait un sens. Bon, enfin. C'est une manière optimiste de voir la censure. Et donc peut-être que ça se vend au marché noir. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui, apparemment, parce qu'il y a des touristes qui laissent le livre pour des amis et tout ça. Donc on m'a dit que ça a été photocopié et ça se vendait un peu au coin de rue. Très bien le guide du routard, on peut photocopier. Peut-être, tout à fait. Vous savez, The Quiet American est photocopié. L'amant de Marguerite Duras se vend à $1 à tous les coins de rue. Donc, mais oui, donc il y a des langues un peu... Tierno, les traductions dans le monde de vos livres? Oh, il y en a quelques-uns, pas autant qu'elle, je pense pas. Est-ce que vous êtes censuré? Je suis désolé quand vous êtes en japonais. Il est là, il est assis à côté. Et en vietnamien, je suis traduit en vietnamien. C'est vrai? Oui. Je ne peux pas y aller avec votre nom. Faut essayer. Traduit en turc, en hébreu, en arabe. Pas d'autres plus bonnes langues essentielles d'Europe. Je me souviens avoir interviewé votre compatriote décédé, William Sassine, il y a longtemps. Et William Sassine qui avait une destinée à peu près équivalente à la vôtre, c'est-à-dire l'exil et le retour au pays à la fin de sa vie. Et je lui avais dit, mais alors comment ça va, ta vie d'écrivain? Il m'avait répondu, je suis écrivain, c'est-à-dire j'écris enfin. Parce qu'il pensait que la littérature ne servait à rien, surtout en Guinée. C'était il y a une quinzaine d'années. Qu'en est-il aujourd'hui? Rien n'a changé, quelque chose a changé. D'abord, la littérature est suspecte dans des pays comme les nôtres. Suspecte déjà par rapport à la tradition. Pour écrire, il faut s'isoler. Et la tradition est essentiellement sociale. Les sociétés africaines sont des sociétés extraordinairement communautaires. Celui qui s'isole est suspect. Il abandonne le groupe. Il faut être avec tout le monde toute la journée. Où est-il? Que fait-il? Ça, c'est immédiatement. Bon, ça, c'est le côté social. Et puis, bon, du point de vue politique, le livre est dangereux. Il est subversif. La littérature, même la littérature rose, est subversive. Parce que écrire, on ne sait pas trop où ça mène. Pourquoi écrit-il? En Afrique, par exemple, les écrivains, il y a des facultés de lettres, de sociologie qui sont souvent fermées. Parce que c'est là qu'il y a les grèves. C'est là qu'il y a les revendications. Le livre est dangereux. L'écrivain est a priori coupable. Les premiers persécutés d'ailleurs. Il y a une solution très simple en Guinée, c'est qu'il a tout le pouvoir de s'écouter, seul s'écouter avec le droit d'écrire. Il était interdit d'écrire. Il était le seul à écrire. Il s'est s'auto-publié sur le budget de l'État. Il a écrit 45 bouquins, aussi mauvais les uns que les autres, qui ont tous disparu depuis qu'il est mort, plus personne n'en parle. Voilà, c'était le seul écrivain. Dans les programmes, par exemple, vous êtes enseigné à l'école? On est enseigné, c'est depuis la mort de Sékou, les écrivains guinéens, on est au baccalauréat, on est à l'université, on est à lycée. Non, mais le livre, quand il y a un changement de régime politique ou il y a une dictature qui monte, les premiers persécutés, c'est toujours les écrivains. Et les journalistes, enfin, ceux qui écrivent. Et pourtant, on se dit, il n'y a personne qui lit. Alors pourquoi on persécute ceux qui écrivent? Il y a 15 ans de cela au Nigeria, un écrivain a été condamné à mort. Ken Saro-Wiwa, il a été pendu au Nigeria. Le continent africain est le seul à pendre des poètes. C'est incroyable ça. Et c'est vrai que les dictateurs, eux, savent le danger de l'écriture. Dans les pays démocratiques, un écrivain, qu'est-ce qu'il risque? 100 000 exemplaires de Guadeloupe. C'est le seul risque qu'il a. Parce que... Non, j'avais juste raconté l'histoire d'une soldate vietnamienne justement pendant la colonisation française. Et elle avait été formée en français d'une famille aristocrate et tout ça. Et à 16 ans, elle a décidé de quitter et rejoindre la résistance contre la colonisation. Et la littérature, les livres lui manquaient énormément pendant qu'elle vivait dans la jungle pendant 9 ans. Et à un moment, elle a été postée près d'une mine, une ancienne mine française. Et les Français étaient partis, mais ils laissaient des petites choses derrière, dont un demi-dictionnaire de Larousse, vous voyez, le côté des noms propres. Donc, il restait juste ce demi-dictionnaire. Et donc, elle a
caché ce dictionnaire sous les feuilles, tout ça, pour pouvoir lire la nuit, avec, en séchant des pépins de fruits sauvages où il y a assez d'huile pour faire un feu qui ne durait qu'1 an à la fois. Donc elle pouvait lire sur Shakespeare, sur Molière, voilà, et des petits bouts. Elle dit c'est ainsi qu'elle a pu maintenir son français de ne pas le perdre et apprendre énormément. Donc lire était déjà un geste anticulturel, anti-révolutionnaire. Et écrire, bon, c'est 10 fois pire. Peut-être sur cette question, peut-être monsieur pourrait intervenir aussi sur la place des auteurs francophones dans la traduction en japonais. Tierno est traduit, Oui. Kim Thuy est traduit. traduit. Qu'est-ce qu'il y a dans le paysage japonais en traduction? Les auteurs africains sont présents, absents? Oui. Petit bilan de la traduction en Oui, japonais. par exemple, Danina Terrière, oui, maintenant, voilà, il a été traduit plusieurs fois. Et aussi, donc, en tant qu'auteur asiatique francophone, par exemple, oui, asiatique, bien sûr, mais François Chen et Tai Shijie, et en tant qu'auteur québécois aussi, coréenne, Book Chon, et aussi vietnamienne, Tran Nhut. Et aussi, on a des écrivains japonais bilingues, francophones, et donc Yoko Sekiguchi et Aki Shimazaki. En fait, voilà, c'est ça, oui. Donc, on a de plus en plus de l'intérêt aux écrivains francophones. La place des écrivains venus de l'Afrique, que ce soit du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, oui. vous savez s'il y a un intérêt, peut-être vous savez? Oui, bien sûr, oui, beaucoup. Amadou Kourma. Kourma est traduit. Mabankou est traduit. Mabankou, oui. Mabéry. Fatou Diom, peut-être, l'auteur femme sénégalaise, non? La bande dessinée, par exemple, Aya Diopougon, non? Je crois qu'elle est traduite. C'est traduit. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'elle est traduite. D'accord. Est-ce que, peut-être avant de vraiment vous passer la parole, comme ça vous avez le temps de réfléchir aux questions éventuelles, on va aborder les mots qui fâchent. Par exemple, quand on vous dit littérature asiatique, littérature africaine, littérature francophone, les étiquettes, ça vous agace? Je les veux toutes. Vous les voulez? Si on me donne le mot littérature, je suis heureuse, quoi. Donc, asiatique, pas asiatique. Non, mais... Francophone, ça va aussi? Oui, parce que pourquoi oui, pendant longtemps, hein, je me suis posé la question, est-ce que je suis plus vietnamienne, plus canadienne et tout ça. Et je vous dirais, avec les années, avec beaucoup de fromage, de lait, de bacon et tout ça, maintenant je suis assez large pour m'asseoir sur toutes les chaises. Alors je ne choisis plus, je ne m'assois pas dans la crème des chaises, je les embrasse toutes, toutes ces cultures, parce que, pourquoi choisir? Que vous les embrassez toutes aussi, les étiquettes? Ça vous agace un peu? Ça ne m'agace pas vraiment, mais je n'en tiens pas compte. Les étiquettes, il en faut. Je pense qu'on a besoin de mettre un nom sur des choses. Hein. L'homme a besoin de nommer des choses. Camille l'a suffisamment dit. Mais le nom ne suffit pas. Tierno tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut bien que je sois là. Hein. Tierno Monenango, en revanche, c'est un nom choisi. Mais c'est ça, c'est autre chose. Mais c'est pas la littérature. C'est difficile de mettre des barrières entre les livres. La littérature est fluide. Et c'est quelque chose de presque aérien d'ailleurs. On ne peut pas, comme ça, faire des cloisonner les littératures. C'est impossible. La littérature se parle naturellement. C'est comme d'ailleurs l'eau. L'eau, elle a fait le départ que vous voulez, lorsqu'elle s'énerve, elle s'en va. C'est pareil, mais c'est pas. De toute façon, moi, le livre, je ne cherche pas tellement à savoir l'origine de son auteur. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire qu'il me raconte. Quel veut-il me dire ce livre-là? C'est ça. Vous savez, les meilleurs écrivains, pour moi, ce n'est pas forcément des écrivains africains. Pourtant, les écrivains africains, il y en a de très bons.
Mais moi, j'adore Faulkner, par exemple. J'adore Dostoïevski, par exemple. Kawabata, etc. Flaubert, en France. Grand écrivain, je pense que Flaubert contient tout ce qui s'est passé avant lui et tout ce qui s'est passé après lui. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je considère que tout le XXe siècle français sort de Flaubert. Proust comme c'est lui. Mais pourquoi vous avez pris le nom Rousseau au lieu de Flaubert quand vous étiez jeune? Comment? Pourquoi vous avez pris Rousseau quand vous aviez oui, 17 ans au lieu de Flaubert? C'est là qu'il y a eu une correspondance. Parce qu'il y avait Voltaire en face. Voltaire, Flaubert, ça marchait moins bien, je crois. Désolée, je vous ai coupé. Non, pas de souci. Et parmi les écrivains africains, il y a quand même des emblèmes comme ça, des noms qui... Oui, je vois dire Mologuet, Mamadou Kourouma, ce sont des gens qui ont quand même un peu... ce sont des écrivains qui ont illuminé notre génération. Ce sont ces écrivains-là qui ont appris à écrire autrement et à voir l'Afrique autrement. Tout a une histoire, même la littérature. Longtemps, on a considéré que l'Afrique, les poètes de la négritude, même les romanciers anticolonialistes, considéraient que l'Afrique était en quelque sorte une espèce d'idéal, une espèce de paradis perdu. C'est comme si elle avait été violentée, c'est qui est vrai, elle a été violentée. Mais en même temps, Yabologuet nous fait comprendre que l'Afrique aussi était traversée de convulsions, elle-même violente. La violence, elle est humaine, elle est dans toutes les sociétés du monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ont arrêté de porter la critique sur le monde, sur l'autre, et ils l'ont reporté sur nous-mêmes, sur l'autocritique en quelque sorte. Parce que quand même, les indépendances africaines, ça ne va pas mieux que la colonisation. Et il fallait le dire. Et ce qui a fait que le débat s'est renouvelé naturellement. Puisque là, il était un peu figé. Votre regard aujourd'hui sur la Guinée, vous êtes rentré depuis peu, je le disais tout à l'heure, après un long exil. Le regard, il a été peut-être pas une déception parce que vous connaissiez la situation, mais après quelques années de retour, vous regardez votre pays avec quels yeux? Oh, des yeux poussés, des yeux énervés, des yeux... C'est-à-dire que quand l'indépendance est venue, j'avais 11 ans, je pense que tout s'est fait très rapidement. Il a fallu attendre je ne sais pas combien d'années pour que Mandela sorte de prison, et etc. Bon, c'est une société en décadence totale. Il n'y a rien de plus intéressant que les sociétés en décadence. Parce que c'est forcément des sociétés condamnées à se renouveler. Ce qui est très intéressant aujourd'hui en Guinée, c'est que les vieux discours sont morts. Les jeunes d'aujourd'hui sont en train de s'inventer leur propre discours. Et la société s'est disloquée. C'est pas plus mal, parce que les sociétés ne doivent pas demeurer éternellement. Et je vois les jeunes filles venir. Elles sont en train de parler, elles sont en train de prendre la parole, elles sont en train de se rébeller dans les familles, elles sont en train de se rébeller contre l'État. C'est très intéressant. Et c'est là que le changement, le vrai changement. Les États africains ne sont plus crédibles pour personne. En fait, ils n'existent même plus. C'est des systèmes pacotille qu'on a imposés là, par des élections truquées ou par des faux coups d'État. Mais ça n'a pas de sens. Les espèces africaines sont dynamiques, elles sont jeunes. Elles sont très jeunes. L'Afrique est le pays, le continent le plus jeune du monde. La moyenne d'âge est de 15 ans en Afrique. Et puis, 15 ans de moyenne d'âge, a forcément un avenir. Lequel, je ne sais pas. Je peux juste revenir sur les étiquettes. Je crois que l'avantage d'être dans un pays comme le Canada, un pays tellement jeune, que vous avez le droit à toutes les étiquettes. Ou sinon, on est presque obligé de prendre en considération tout le monde, toutes les étiquettes. Et je vous raconte un petit exemple. Je faisais partie de la délégation officielle d'une visite d'État avec le gouverneur général du Canada. Et nous étions 8 et on est arrivé en Malaisie et reçu par le roi de la Malaisie. Et donc on m'a installé à côté du juge en chef de la Cour suprême de la Malaisie. Et donc je savais que ça allait être une très longue soirée. Et donc j'étais un
côté de lui, et donc il avait ma bio, et il m'a dit, alors comme ça, vous êtes avocate? J'ai dit, ah non, j'ai arrêté de pratiquer, pourquoi, blablabla. Et après, il m'a dit, oui, mais vous avez travaillé comme avocate? J'ai dit, oui, oui, mais pas longtemps, hein, juste 5 ans et tout. Donc il dit, ben, dites-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer la dualité des deux systèmes de droit, la common law et le droit civil dans le quotidien québécois? Et là, mes cours de droit étaient très très loin, et donc je lui ai dit, bah écoutez, dans le quotidien, les Québécois ne ressentent pas du tout la dualité des deux systèmes. Donc, bon, pour couper ça court, quoi. Et donc il a relu la bio et il a dit, ah écoutez, dites-moi, quel est votre rôle dans cette délégation? Parce que là, bon, je ressemblais à une imposteur, quoi. Et puis c'est vrai, je l'étais. Et donc il m'a dit, ouais voilà, quel est votre rôle dans cette délégation? Et j'ai dit, et on m'avait jamais dit quel était mon rôle dans cette délégation. On m'a juste invité. Et donc j'étais là, et donc j'ai inventé une réponse qui est typiquement canadienne. Et je crois que ça représente beaucoup cette société qui nous permet d'être tout en même temps. Et donc j'ai dit, vous savez, dans toute délégation, il faut une femme. Et je suis la femme des 8. Et après, il faut une francophone. Je viens du Québec, et donc dans le Canada, je suis la francophone. Il faut aussi une minorité visible. Alors, en Malaisie, ça ne se voit pas, mais oui, au Canada, je suis une minorité visible. Il faut aussi une personne qui est en art, culture, et j'ai écrit un petit livre. Bon, voilà, maintenant, je suis art, culture. Et puis, il faut aussi une personne avec un handicap. Et j'ai dit, ben moi je suis plus petite que tout le monde au Canada, je suis high challenged, comme on dit en anglais. Et voilà, donc on m'invite, ben on économise des chambres, une chambre au lieu de 5, une douche au lieu de 5 et tout. Et donc, le lendemain, j'en ai parlé au gouverneur général et il m'a dit, il a beaucoup ri, toute l'équipe a ri, mais il n'y a personne qui m'a rectifié. et je crois que c'est la beauté d'un pays jeune, sans le bagage ou sinon la lourdeur de l'histoire, et donc peut s'inventer et se réinventer sans cesse sur ce continent-là. Alors que le Vietnam ou l'Afrique ou l'Europe, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a ce poids de l'histoire qu'on doit porter. Vous et le Vietnam aujourd'hui, c'est une histoire. Oui, j'ai eu la chance de retourner. Je suis née à Saigon et quand je suis retournée, c'était à Hanoï. Donc c'était deux pays, c'était comme la Corée du Nord et la Corée du Sud en fait. Et il n'y avait pas de communication entre les deux pendant 20 ans. Et encore aujourd'hui, les gens du Sud ont une impression qu'ils ont été envahis en fait ils sont gouvernés par les gens du Nord. Et donc quand je suis retournée, c'était une découverte parce que je pensais qu'en étant vietnamienne, je connaissais le pays, mais il y avait un apprentissage à connaître un pays que je ne connaissais pas du tout. Et vous étiez perçue de quelle façon? On ne pensait pas que j'étais vietnamienne. On me le disait d'ailleurs. Bon, le premier garçon, un jeune, il pouvait se permettre d'être honnête. Et c'est là où il me disait, mais t'es trop grosse pour être une Vietnamienne. Ouais, voilà. Donc, et ça c'est vrai, mais c'était plutôt dans mes manières, évidemment, à l'américaine. Je ris trop fort, je bouge les mains et tout. Et donc mon rapport avec le Vietnam aujourd'hui, je vous dirais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai encore un sentiment de mélancolie quand je pense au Vietnam. Et je ne suis pas... j'ai eu la chance d'y vivre pendant 3 ans et de voir, oui, cette évolution, ce progrès, ce changement au Vietnam, mais en même temps, je me demande si cette... comment dire, cette absence de mémoire de tout un pan d'histoire du pays n'est pas en train de tordre, ou sinon de, comment vous dire, de rendre le présent presque vide. Il n'y a pas un sens, parce qu'on se cherche un peu, on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, mais on oublie un peu d'où on vient, ou sinon on doit oublier une partie. Donc il
il y a encore cette construction ou reconstruction ou déconstruction de l'histoire. Mais la beauté du Vietnam, c'est qu'il n'y a pas de regret. Heureusement, la langue vietnamienne n'a pas de temps de verbe, donc on est toujours au présent. Et donc, il n'y a pas de regret. On ouvre autant les mains aux Français, aux Américains, aux Russes, aux Soviétiques et tout ça. Donc, il n'y a pas de... Ou peut-être parce que c'est un pays en état de survie encore, ou le réflexe de survie, et quand on est en survie, on court par en avant et on ne peut pas regarder en arrière. Et donc on n'a pas encore ce luxe de s'asseoir pour écrire notre propre histoire. Il n'y a pas d'histoire collective vietnamienne faite par un vrai historien de façon plus scientifique. Vous voyez, donc voilà mon sentiment envers le Vietnam d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser une question directe? Il nous reste 10 minutes. Profitez-en. Ouais. Oui, une question pour Tierno. Vous avez dit écrire, c'est témoigner. Il me semble que dans votre œuvre, le témoignage, au départ, c'était un témoignage très politique, certainement dans vos 2 premiers romans. Et après, le témoignage a changé. J'ai l'impression que c'est moins politique et que c'est plutôt lié à un endroit. Est-ce que cette évolution est bien réelle dans votre œuvre? Et surtout, ce qui m'intéresse, ce qui est caractéristique, est le rôle du narrateur dans votre œuvre. Vous choisissez toujours un personnage qui est parfois un peu en dehors de l'histoire, qui va raconter l'histoire d'un autre. Donc il y a le témoignage, votre témoignage, le témoignage interposé par un narrateur. Donc je ne sais pas si vous pouvez dire 2-3 mots là-dessus. Alors, lorsque j'ai commencé à écrire les Capopousse, je m'imaginais que le rôle de l'historien, du romancier, surtout le romancier africain, se bornait au témoignage. J'ai écrit les Capopousse pour dénoncer la situation politique en Guinée. Mais évidemment, très vite, j'ai dû évoluer moi-même par rapport à ce concept de témoignage. Je vous ai dit que j'ai fait 6 ans entre les 2 premiers romans. Donc j'ai dû quand même un peu réfléchir. Alors, je me suis posé la question de savoir s'il fallait continuer à écrire. Ce n'est pas évident parce que, a priori, je ne devais pas être un écrivain. C'est autre chose. Justement, moi aussi, je suis un écrivain par défaut, en quelque sorte. Et je me suis rendu compte finalement que l'écriture est beaucoup plus vaste que le simple témoignage. Si parfois on peut se permettre de témoigner dans un roman, l'écriture est d'abord et avant tout un questionnement du monde. C'est à la fin, je pense que c'est vraiment la seule réponse qu'on peut apporter à cette question de savoir à quoi ça sert la littérature. Elle ne sert à rien. La littérature est une question existentielle. D'abord et avant tout, on se pose des questions sur soi et sur ce qui vous environne. Je pense que tous les grands livres du monde vont dans cette perspective-là. Et donc, le témoignage n'a plus lieu, en quelque sorte, en ce qui me concerne en tout cas. D'abord, il ne sert pas grand-chose, mais quand on témoigne, ça ne sert pas grand-chose, puisque les problématiques du monde se répètent tellement, elles sont tellement les mêmes partout, qu'à cette époque-là, j'ai rêvé de croire que la Guinée était exceptionnelle, que la Guinée avait une couleur politique exceptionnelle. Ce qui est faux. Nous n'avions pas le monopole de la douleur, c'est pas vrai d'ailleurs, mais j'étais jeune et vraiment j'ai subi des choses violentes. Je me disais, franchement, c'est inadmissible. Mais donc, Vietnam pendant ce temps-là, etc., etc. Donc, il a fallu quand même s'éloigner de ce genre de considération et multiplier les questions dans la tête, diminuer les réponses. Je pense que justement le roman pose des questions, il n'y a pas de réponse. Et je pense que les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses. Ce sont les questions qui nous déportent. Les réponses les ferment. Surtout quand elles sont définitives, parce que les régimes politiques, il y a des réponses définitives, surtout chez nous. Vos questions aujourd'hui en Guinée, elles dérangent? Elles continuent de déranger? Énormément. Elles dérangent ce qu'on peut déranger, c'est dérangeable en quelque sorte. Les autres, non. Les questions qu'on pose, que les Africains posent en Afrique ne dérangent pas les jeunes.
les jeunes, on se sent très très proches. Moi, j'avais rompé avec la Guinée, j'avais décidé de ne plus jamais remettre les pieds en Guinée. En 1999, on m'a invité. Un ami m'a persuadé de revenir. Il m'a dit, écoute, va, on ne va pas mettre de côté le régime, mettre de côté les vieux systèmes traditionnels. Regarde les enfants, regarde les jeunes. J'ai été dans les universités et les lycées. Là, j'ai trouvé que j'étais en accord parfait avec la jeunesse. Ces gens m'avaient lu, et ils avaient lu Sassine, ils nous comprenaient parfaitement, ils comprennent notre colère, et on est très bien ensemble. Et ces gosses-là, d'abord, ils sont en train d'écrire, eux-mêmes, ils sont en train de chanter, ils font du rap, ils font du reggae, c'est surtout les grands contestataires, c'est surtout qui font trembler le système politique en place. Chaque semaine, on arrête un chanteur en Guinée, parce qu'il dérange justement terriblement les systèmes qui n'aiment pas être dérangés. Et on vous laisse en paix quand même? Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, ça va pas trop durer, mais c'est pas, pour l'instant, non, on ne m'a pas jamais emmerdé depuis que je suis là. Bon, celui qui est là, je l'ai connu, je l'ai défendu. Il est en train de faire pire que ses prédécesseurs. C'est terrible, c'est incroyable. Ce mec a été emprisonné, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le sortir de prison? Et maintenant, c'est lui qui fout les gens en prison. C'est incroyable. Je le connais depuis 1974, c'est terrible. C'est des gens avec lesquels on a milité, on a dénoncé tout ce qui s'est passé dans ces pays-là en Afrique. Et ils font pire que les autres. Vous êtes courtisé par ces gens-là? On courtise les écrivains comme vous? Non, on essaye de les récupérer. Je ne dis pas que vous êtes récupérés, mais on essaye. Non, je pense qu'ils connaissent très bien ma position. On ne me courtise pas, mais enfin, j'accompagne l'opposition. C'est évident, quand l'opposition organise des manifestations, je suis là. Je retourne de l'opposition. Quand Paconde organisait le truc, j'étais avec lui, dans les temps anciens. Maintenant, il est en train de faire plus que les autres. Non, on ne me courtise pas, parce que je pense qu'ils savent que je ne suis pas monnaie. Quelqu'un d'autre? Vous êtes Monet Nambo, donc c'est déjà autre chose que Monéa. Quelqu'un d'autre? Oui, là, ça peut poser des questions. Une question pour Kim. Oui. Oui, vous avez parlé de vos expériences en couture, donc Oui. très clair. On a beaucoup appris sur le... C'est très compliqué. Hein. Je suis certaine que vous n'avez jamais pensé à la Absolument, absolument. La moto éclair. Et justement, ça m'intéresse parce que, pas pour la fermeture éclair elle-même, mais bon, dans quelle façon cette couture et ensuite la cuisine où il faut mélanger des produits pour aboutir à un résultat qui est consommable. Comment cela est-ce que vous utilisez les mêmes principes que quand vous écrivez? Je vous dirais, chaque métier que j'ai fait, je crois, a contribué à l'écriture. Par exemple, le droit. Je sais ce que je vais dire, vous allez être en désaccord, mais un beau contrat. Quand le contrat est bien rédigé, je vous dirais, c'est de la poésie, c'est de la littérature. Parce que la langue juridique, je sais pas. Là, il y a du boulot. Non, mais parce qu'il y a une terminologie qui est propre. Et surtout un rythme dans le texte. Et quand un contrat, c'est, parce que j'étais en corporatif surtout, et je vous dirais, un contrat, c'est normalement, les livres, ce sont des histoires d'amour, disons, de relations, peu importe, où on raconte une histoire de relation, alors qu'un contrat, on raconte l'histoire d'une rupture. Comment faire pour se séparer? Un contrat, c'est pour préparer la rupture. Et un contrat qui est bien fait, la rupture va être bien faite. Hein, sans problème, sans souci. Et donc, un beau contrat, c'est lire une histoire d'amour en rupture. Voilà. Et donc, et donc, il y a un rythme particulier à la langue juridique, et surtout dans un contrat. Et donc, j'ai appris, en fait, avec le droit, la concision et la précision. Chaque mot a un rôle très particulier. Et chaque mot est défini avec un champ sémantique très limité. Et chaque virgule, chaque ponctuation a un rôle aussi. Et chaque élément a un rôle principal. Donc, le point-virgule n'est pas moins important que le point. Vous voyez?
Et donc, et cela m'a apporté énormément dans mon écriture à moi. Et puis la cuisine, je vous dirais, c'est la patience. Elle est très présente dans votre livre, hein. Oui. Au point qu'il y a une réédition de Man avec une petite édition recette. gastronomique, hein, c'est ça, hein. Oui, parce que les Vietnamiens ne recettes. savent pas verbaliser les émotions, donc tout se passe par la nourriture. Et donc, pour exprimer notre affection, notre amour à quelqu'un, c'est à travers la nourriture. Et ça, c'est arrivé à un événement où mon mari est québécois, normal. non, vie normale. Ben, vous voyez, grandeur normale. Bon. Et la première fois qu'il est tombé malade, je lui ai fait un velouté de riz. Vous voyez, je ne sais pas comment on appelle ça, le congee. Hein, le riz cuit longtemps. Et c'est quand même compliqué pour que ça ne colle pas dans le fond de casserole et tout. Donc, et mon premier réflexe, c'était de lui faire ce congee. Et je lui apporte et il m'a dit, mais pourquoi tu veux que je mange ce pudding de riz? Et il n'avait pas du tout envie. Et je lui ai dit, mais tu sais, si tu manges ça, tu vas être guéri de toutes les maladies. C'est le congee guérit toutes les maladies. Et il m'a dit, non, quand tu es malade, ben, il faut manger, il faut boire en fait un bouillon de poulet. Et ça guérit. Je dis, non. Pas du tout. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait la nourriture porte toute une histoire, beaucoup de références culturelles et beaucoup de souvenirs, de mémoires. Et donc la cuisine a certainement contribué à l'écriture en ce sens où il y a cette patience dans ce geste de don de soi, mais aussi d'abnégation de soi derrière la nourriture. Et parce que chez les Vietnamiens, ça mange tout le temps, donc c'est difficile de passer à côté. Et la patience, en fait, parce que un ragoût ne peut pas être cuit en 5 minutes. Donc, qu'on soit le meilleur chef ou le plus rapide ou quoi que ce soit, on est obligé de céder, sinon la nourriture, les ingrédients nous imposent leur temps. Et donc, on arrête d'être contrôlante, comme on dit en bon québécois. Et je veux pas, oui, par réflexe, peut-être, j'ai toujours été... oui, j'ai l'impression qu'on peut contrôler les choses. Et la cuisine nous apprend que non. On doit suivre l'ingrédient qui est là. Et donc, l'écriture, c'est ça. Une toute dernière question, très courte, et la réponse sera forcément... Encore plus courte. Encore plus courte. Oui, vous allez voir. Quand vous dites chez moi, c'est où? Je venais juste de dire à mon agent, je disais, ah, tu sais, ce soir, on va aller à la maison. Ben, la maison, c'est l'hôtel. Voilà. C'est partout. Et nulle part. Merci à tous les deux. Je vous invite vraiment à découvrir l'univers de Kim Thuy. Elle nous apprend plein de choses sur les relations entre le Vietnam et le monde occidental. Découvrez Thierno Monenambo. Il ne le dit pas et sans doute pas assez, mais c'est sans doute l'un des écrivains francophones africains les plus importants d'aujourd'hui, tout simplement. Ouais. Il y a beaucoup. Frère. Oui. Merci aussi de votre témoignage. C'est difficile pour vous de vous accrocher au débat comme ça, mais merci de votre témoignage. Merci à vous et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Merci.